La pluie tambourinait contre les vitres du service des urgences quand Élise Morin entendit les sirènes percer la nuit bordelaise. À 30 ans, elle avait l'habitude de ces arrivées fracassantes qui bouleversaient le calme précaire de l'hôpital universitaire. Mais cette fois, quelque chose dans l'intensité des sirènes lui donna un frisson prémonitoire. « Docteur Morin, on a besoin de vous en salle de trauma !» cria l'infirmière en chef, Marie, en surgissant dans le couloir. « Accident grave de moto, rue Sainte-Catherine. Le patient arrive dans 2 minutes. » Élise abandonna immédiatement son café refroidi et se précipita vers la salle d'urgence. Ses cheveux châtains, habituellement soigneusement attachés, s'échappaient de son chignon après 12 heures de garde. Elle enfila ses gants stériles d'un geste machinal, son cœur s'accélérant déjà à l'idée de ce qui l'attendait. Les portes automatiques s'ouvrirent dans un fracas métallique. Les ambulanciers poussaient un brancard où gisait un homme inconscient, le visage tuméfié et ensanglanté. Son costume de luxe était déchiré, souillé de sang et de gravats. Homme de 36 ans, impact frontal avec un camion de livraison, annonça le premier secouriste essoufflé. Perte de connaissance immédiate, traumatisme crânien sévère, possible hémorragie interne, tension en chute libre. Élise s'approcha du patient et son sang se figea. Malgré les contusions qui déformaient ses traits, elle reconnut instantanément ce visage. Les années s'effacèrent d'un coup, la ramenant 15 ans en arrière, à ce camp d'été près d'Arcachon, où elle avait rencontré ce garçon aux yeux verts, qui lui avait fait découvrir la poésie de Rimbaud sous les pins maritimes. « Julien », murmura-t-elle, si bas que personne ne l'entendit. « Vous le connaissez, docteur ?» demanda Marie, qui avait remarqué son trouble. Élise se ressaisit instantanément, son professionnalisme reprenant le dessus. « Non, je pensais à quelqu'un d'autre. Préparons-le pour le scanner, vite !» Pendant les heures qui suivirent, elle se battit pour la vie de Julien Delacroix, car c'était bien lui, le PDG du Delacroix Group, qu'elle voyait parfois dans les pages économiques de Sud-Ouest. L'empire hôtelier et vinicole qu'il dirigeait d'une main de fer était connu dans tout le Sud-Ouest. Mais pour elle, il restait ce jeune homme de 16 ans qui lui avait appris à regarder les étoiles autrement. Le scanner révéla un œdème cérébral important. Julien sombra dans un coma profond. Élise coordonna les soins avec une précision chirurgicale, mais son cœur se serrait à chaque fois qu'elle regardait ce visage paisible sur l'oreiller blanc. « Il va s'en sortir ?» demanda Marie, voyant l'inquiétude inhabituelle d'Élise. « C'est trop tôt pour le dire. Les prochaines 72 heures seront cruciales. » Quand l'équipe de nuit prit la relève, Élise aurait dû rentrer chez elle, dans son petit appartement de Talence. Mais elle resta, assise près du lit de Julien, observant le mouvement régulier de sa poitrine sous les machines qui le maintenaient en vie. Elle ne savait pas encore que cette nuit changerait le cours de sa vie pour toujours, que dans moins d'une semaine, elle deviendrait Madame Delacroix dans des circonstances qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, et que l'homme qui dormait devant elle réveillerait en elle des sentiments qu'elle croyait enfouis à jamais. La pluie continuait de battre contre les fenêtres, comme si le ciel pleurait déjà sur le destin qui se tramait dans l'ombre. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'accident, et Julien Delacroix demeurait plongé dans un sommeil profond que les médecins qualifiaient prudemment de « stable ». Élise avait pris l'habitude de passer voir son patient plusieurs fois par jour, bien qu'il ne fût pas officiellement sous sa responsabilité. Elle prétextait un suivi neurologique approfondi, mais la vérité était plus complexe. Ce matin-là, en entrant dans la chambre 314, elle découvrit une femme élégante assise près du lit. Âgée d'une 60aine d'années, vêtue d'un tailleur Chanel impeccable, elle dégageait une autorité naturelle que ses cheveux argentés parfaitement coiffés ne faisaient qu'accentuer. « Vous devez être le docteur Morin », dit la femme sans se lever, sa voix portant l'accent raffiné de la bourgeoisie bordelaise. « Je suis Colette Delacroix, la grand-mère de Julien. » Élise sentit sa gorge se serrer. Elle connaissait la réputation de cette femme. Matriarcat redouté du groupe familial, elle avait bâti l'empire Delacroix aux côtés de son défunt mari et continuait d'en tirer les ficelles depuis son château de Saint-Émilion. « Madame Delacroix, je suis ravi de vous rencontrer. Julien reçoit les meilleurs soins possibles, je peux vous l'assurer. »
J'en suis certaine, docteur. Votre réputation vous précède. Les yeux perçants de Colette scrutèrent Élise avec une intensité déstabilisante. D'ailleurs, c'est précisément pour cela que je souhaitais vous parler, en privé. Intriguée, Élise suivit la vieille dame jusqu'à un petit salon attenant à la chambre. Colette ferma soigneusement la porte avant de se tourner vers elle, son expression devenant soudain grave. « Docteur Morin, je vais être direct. Mon petit-fils se trouve dans une situation délicate, une situation qui dépasse largement son état médical actuel. Je ne comprends pas. Julien doit se marier avant son 37e anniversaire, dans 6 semaines exactement, sous peine de perdre la présidence du groupe. C'est une clause testamentaire de mon défunt mari, destinée à assurer la stabilité de notre lignée. » Colette marqua une pause, laissant l'information faire son effet. Le problème, comme vous pouvez l'imaginer, c'est qu'il est actuellement inconscient. Élise écarquilla les yeux. « Madame Delacroix, je ne vois pas en quoi cela me concerne. Détrompez-vous. Nos avocats ont étudié la question sous tous les angles. Pour des raisons légales complexes liées à sa situation actuelle, Julien ne peut épouser que quelqu'un qui n'ait aucun lien familial ou professionnel préexistant avec notre groupe. Quelqu'un d'irréprochable, qui ne puisse être accusé d'opportunisme ou de manipulation. » Le cœur d'Élise battait maintenant à tout rompre. « Vous ne pouvez pas sérieusement envisager... Vous êtes parfaite, docteur. Médecin respecté, sans antécédents familiaux fortunés, travaillant même bénévolement dans les quartiers défavorisés. Aucun tribunal ne pourrait contester un tel mariage. C'est de la folie. Je ne connais même pas votre petit-fils. » Colette sourit pour la première fois, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Vraiment ? Pourtant, nos investigations ont révélé que vous vous êtes rencontrés il y a 15 ans lors d'un camp culturel près d'Arcachon. Vous avez même gardé contact quelques mois après. » Élise sentit le sol se dérober sous ses pieds. Comment cette femme pouvait-elle connaître ce détail de sa vie privée? « Écoutez-moi bien, docteur. Je ne vous demande pas de tomber amoureuse. Je vous demande de signer un contrat, un mariage de convenance, qui sera dissous dès que Julien aura repris ses fonctions. En échange, votre petit dispensaire de la Bastide recevra une donation de 2 millions d'euros. » La mention du dispensaire porta le coup de grâce. Élise pensait à tous ces patients qu'elle soignait bénévolement, à l'équipement vétuste, aux médicaments qui manquaient. 2 millions d'euros changeraient la vie de centaines de familles. Et si je refuse, alors Julien perdra tout ce pourquoi sa famille a travaillé pendant 3 générations. Le conseil d'administration ne se fera pas prier pour le remplacer par son cousin Édouard, qui n'attend que cette occasion depuis des années. Colette se leva gracieusement, lissant sa jupe. « Je vous laisse réfléchir, docteur, mais pas trop longtemps. Chaque jour compte. » Restée seule, Élise retourna près du lit de Julien. Il semblait si paisible, si vulnérable. Elle posa délicatement sa main sur la sienne, sentant la chaleur de sa peau sous ses doigts. « Qu'est-ce que tu ferais à ma place ?» murmura-t-elle à son oreille. « Tu me pardonnerais de prendre cette décision sans toi ?» Bien sûr, il ne répondit pas. Mais quelque chose dans l'expression sereine de son visage sembla l'encourager. Peut-être était-ce son imagination, ou peut-être le destin avait-il vraiment décidé de les réunir de cette façon improbable. Le lendemain matin, Élise appela le numéro que lui avait laissé Colette Delacroix. « J'accepte », dit-elle simplement. Elle ne savait pas encore qu'elle venait de sceller son propre destin, et que l'homme endormi devant elle réveillerait bientôt des sentiments qu'elle n'était pas préparée à affronter. Le bureau de Maître Rousseau, notaire de la famille Delacroix depuis 3 décennies, baignait dans une lumière dorée en cette fin d'après-midi. Élise était assise face au vieil homme aux lunettes cerclées d'or, les mains crispées sur son sac à main. À sa droite, Colette Delacroix feuilletait calmement des documents avec l'assurance de quelqu'un qui avait l'habitude de contrôler chaque détail. « Docteur Morin, je dois m'assurer que vous comprenez parfaitement les implications de cet acte, » déclara le notaire d'une voix solennelle. « Le mariage par procuration est une procédure légale, mais exceptionnelle. Une fois ces documents signés, vous serez légalement l'épouse de M. Julien Delacroix. » Élise acquiesça, la gorge nouée. Elle avait passé la nuit à réfléchir, oscillant entre l'excitation et la terreur. Comment expliquer à sa famille, à ses collègues, qu'elle avait épousé un homme inconscient?
Comment vivre avec le poids de cette décision prise sans le consentement de l'intéressé? Les modalités sont claires, poursuivit Maître Rousseau. Le mariage sera effectif immédiatement, mais restera confidentiel jusqu'au réveil de Monsieur Delacroix. À ce moment-là, il aura le choix de confirmer ou d'annuler l'union. « Et s'il choisit l'annulation » demanda Élise d'une voix à peine audible. « Alors le mariage sera dissous, mais la clause testamentaire aura été respectée dans l'intervalle. Monsieur Delacroix conservera ses droits à la présidence. » Colette posa une main manicurée sur le bras d'Élise. « Ma chère enfant, vous rendez un service inestimable à ma famille. Julien comprendra, j'en suis certaine. » Mais Élise n'était pas rassurée. Elle pensait au Julien de 16 ans, à sa fierté, à son caractère entier. Comment réagirait-il en découvrant qu'on avait décidé de son mariage pendant qu'il était inconscient? « Il y a autre chose », ajouta le notaire en ajustant ses lunettes. Selon les termes du testament, l'épouse de M. Delacroix devient automatiquement actionnaire du groupe. Une participation symbolique, mais qui vous donne certains droits. « Je n'en veux pas », répondit immédiatement Élise. « Je ne fais cela que pour le dispensaire. Noble intention, docteur, mais la loi est la loi. Ces actions vous reviendront de droit. » Les formalités durèrent 2 heures. Signature, paraphe, témoin. Élise signa son nom d'une main tremblante, consciente qu'elle franchissait un point de non-retour. Quand ce fut terminé, Maître Rousseau lui tendit un certificat de mariage au nom d'Élise Morin Delacroix. « Félicitations, Madame Delacroix », dit-il avec un sourire contraint. Le titre résonna étrangement à ses oreilles. Elle n'était plus seulement docteur Morin, mais l'épouse d'un des hommes les plus puissants de la région. Cette pensée lui donnait le vertige. De retour à l'hôpital, Élise se dirigea directement vers la chambre de Julien. Il était là, immobile, relié aux machines qui surveillaient ses constantes vitales. Elle s'approcha de son lit avec une émotion nouvelle, plus intense. « Bonjour, mon mari », murmura-t-elle, testant ses mots sur ses lèvres. Elle s'assit près de lui et prit sa main dans la sienne. « Je sais que tu ne peux pas m'entendre, mais j'ai besoin de te parler. J'ai fait quelque chose d'énorme aujourd'hui, quelque chose que tu n'approuverais peut-être pas. » Sa voix se brisa légèrement. « Te souviens-tu de nos discussions sous les pins, quand nous avions 16 ans? Tu disais que tu voulais être libre de choisir ta vie, que personne ne déciderait jamais pour toi. Et voilà que nous... » Elle ne put terminer sa phrase. Les larmes qu'elle retenait depuis des heures se mirent à couler. « Pardonne-moi, Julien, je sais que c'est égoïste, mais une partie de moi espère que tu comprendras, que tu ne me détesteras pas quand tu te réveilleras. » À cet instant, elle crut sentir une légère pression sur sa main. Son cœur bondit, mais quand elle regarda les moniteurs, rien n'avait changé. C'était probablement son imagination, nourrie par l'espoir et la culpabilité. Elle resta là jusqu'à tard dans la soirée, lui parlant de tout et de rien, de sa journée, de ses patients, de ses souvenirs d'adolescence. Elle lui raconta sa vie depuis leur dernière rencontre, comme si elle pouvait combler 15 ans de séparation en une seule nuit. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve », conclut-elle avant de partir, « mais je promets de prendre soin de toi, et quand tu te réveilleras, peu importe ta décision, je la respecterai. » En sortant de l'hôpital, Élise croisa son reflet dans les portes vitrées. Elle portait toujours sa blouse blanche, ses cheveux étaient toujours attachés de façon pratique, mais quelque chose avait changé dans son regard, une gravité nouvelle, mélange d'inquiétude et de détermination. Elle était désormais Madame Delacroix, épouse d'un homme qui ignorait tout de leur union, et cette pensée, terrifiante et excitante à la fois, ne la quitterait plus. Le lendemain matin, elle recevrait un appel qui changerait encore une fois la donne. Julien montrait les premiers signes de réveil. Le bip régulier des machines s'accéléra soudainement dans la chambre 314. Élise, qui finissait sa ronde matinale, se précipita vers le lit de Julien. Ses paupières frémissaient, ses doigts se contractaient légèrement. Après 10 jours de coma, il revenait enfin à lui. « Monsieur Delacroix? Julien? Vous m'entendez » dit-elle doucement en prenant sa main. Les yeux verts qu'elle avait tant cherchés dans ses souvenirs s'ouvrirent lentement, d'abord confus, puis de plus en plus alertes. Le regard de Julien fit le tour de la chambre d'hôpital avant de se poser sur elle. « Où suis-je » Sa voix était rauque,
affaibli par les jours de silence. À l'hôpital universitaire de Bordeaux, vous avez eu un accident de moto. Je suis le docteur Morin. J'ai supervisé vos soins. Julien tenta de se redresser, grimaçant de douleur. Un accident? Je ne me souviens de rien. Combien de temps? 10 jours. Vous avez été dans le coma suite à un traumatisme crânien, mais tous les examens sont encourageants. Vous devriez récupérer complètement. Il l'observa attentivement, fronçant les sourcils. Vous me dites quelque chose. Nous nous sommes déjà rencontrés. Le cœur d'Élise s'emballa. Peut-être. Les traumatismes crâniens peuvent parfois affecter la mémoire, mais c'est généralement temporaire. Avant qu'elle puisse en dire davantage, la porte s'ouvrit sur Colette Delacroix, accompagnée d'un homme en costume sombre que Élise ne connaissait pas. « Mon chéri !» s'exclama la vieille dame en se précipitant vers son petit-fils. « Dieu soit loué, tu es réveillé !» « Grand-mère !» Julien serra faiblement la main qui se tendait vers lui. « Que s'est-il passé exactement ? Tu as eu un accident terrible, mon cœur. Mais l'important, c'est que tu sois en vie. » Colette jeta un regard significatif vers l'homme au costume sombre. « Julien, je te présente Maître Bernard, notre avocat. Il y a certaines choses dont nous devons discuter. » Élise sentit l'atmosphère se tendre. « Je vais vous laisser en famille. Monsieur Delacroix, je repasserai plus tard pour votre examen médical. »« Attendez, docteur, » dit Julien, en tentant de la retenir du regard. « Vous n'avez pas répondu à ma question. Nous nous connaissons, n'est-ce pas ?» Élise hésita, cherchant le regard de Colette, qui hocha imperceptiblement la tête. « Nous nous sommes brièvement rencontrés il y a longtemps. Mais concentrons-nous sur votre rétablissement pour l'instant. » Une fois dans le couloir, Élise s'appuya contre le mur, les jambes flageolantes. Le moment qu'elle redoutait approchait. Bientôt, Julien apprendrait leur mariage. Comment réagirait-il? Avec colère, incompréhension, dégoût? Son téléphone vibra. Un message de sa collègue Marie. « Le beau ténébreux est réveillé. Toutes les infirmières sont en émoi. » Si seulement Marie savait qu'elle était techniquement l'épouse de ce beau ténébreux. Cette pensée lui arracha un rire nerveux. 20 minutes plus tard, Colette sortit de la chambre, suivie de l'avocat qui semblait préoccupé. « Comment a-t-il réagi ?» demanda Élise à voix basse. « Comme prévu. Choc, incrédulité, colère. Mais Maître Bernard lui a expliqué les enjeux légaux. Il comprend qu'il n'avait pas d'autre choix. » Colette marqua une pause. « Il souhaite vous voir. Seul. » Élise déglutit difficilement. « Il est en colère contre moi. Il est surtout perdu, ma chère. Imaginez-vous réveiller et apprendre que vous êtes mariée à quelqu'un que vous connaissez à peine. Soyez patiente avec lui. » Le retour dans la chambre fut l'un des moments les plus difficiles de la vie d'Élise. Julien était assis dans son lit, les cheveux ébouriffés, le regard dur. Il avait retrouvé quelque chose de l'autorité naturelle, qui faisait de lui un chef d'entreprise redoutable. « Alors, dit-il sans préambule, il paraît que vous êtes ma femme. Julien, je peux tout expliquer. Madame Delacroix, la coupa-t-il froidement, puisque c'est apparemment votre nom maintenant. » Le ton glacial lui fit mal, mais elle s'efforça de rester calme. « Tu as raison d'être en colère. Si j'étais à ta place, nous nous tutoyons maintenant ?» Il eut un rire amer. « Ma grand-mère m'a dit que nous nous étions rencontrés adolescents. Camp de vacances, c'est ça? Arcachon, l'été 2010. Tu avais 16 ans, moi 15. Nous avions sympathisé. Et sur cette base, vous avez accepté de m'épouser pendant que j'étais inconscient ?» Élise sentit les larmes monter. « Ce n'était pas par intérêt personnel, Julien. Ta grand-mère m'a expliqué la situation, les enjeux pour ton entreprise. »« Mon entreprise !» explosa-t-il. « Tout le monde semble se soucier de mon entreprise, sauf moi. Savez-vous seulement ce que ça fait de se réveiller et d'apprendre qu'on vous a volé votre liberté de choix? Je sais que c'est difficile à accepter. » « Difficile ?» Il la fixa intensément. « Madame, docteur, peu importe comment je dois vous appeler, je ne vous connais pas. Je ne sais rien de vous, de vos motivations, de ce que vous attendez de moi. Et pourtant, légalement, vous êtes ma femme. Comment suis-je censé vivre avec ça ?» Élise s'approcha prudemment du lit. « Écoute-moi, Julien, je sais que c'est un choc énorme.
Mais rappelle-toi qui tu étais à 16 ans. Tu te battais déjà contre les conventions, contre les décisions prises à ta place. Je n'ai fait que prolonger ce combat. Pour la première fois depuis son réveil, quelque chose vacilla dans le regard de Julien. Une lueur de reconnaissance, peut-être même de curiosité. Vous vous souvenez vraiment de moi, du garçon que j'étais? Plus que tu ne peux l'imaginer. 3 jours s'étaient écoulés depuis le réveil de Julien. Les examens médicaux confirmaient une récupération remarquable, mais l'atmosphère dans la chambre 314 restait tendue. Julien alternait entre des silences glacials et des questions précises sur leur prétendu mariage. Élise, elle, multipliait les visites médicales pour éviter les conversations personnelles trop longues. Ce matin-là, elle le trouva assis près de la fenêtre, regardant la cour de l'hôpital où des patients en robe de chambre prenaient l'air. Il portait un pyjama d'hôpital qui ne parvenait pas à masquer sa prestance naturelle. « Bonjour », dit-elle en posant son stéthoscope sur la table de chevet. « Docteur », répondit-il sans se tourner. « Ou devrais-je dire, ma chère épouse ?» Elle soupira. « Julien, cette hostilité ne nous mènera nulle part. Nous devons apprendre à nous connaître, au moins un minimum. » Il se tourna enfin vers elle, et elle fut frappée par la fatigue qui marquait ses traits. « Vous parlez comme si nous avions le choix. Nous sommes mariés, que cela nous plaise ou non. Alors expliquez-moi, qui êtes-vous vraiment, Élise Morin ?» C'était la première fois qu'il prononçait son prénom depuis son réveil. Le ton était encore distant, mais quelque chose s'était adouci. « Je suis médecin urgentiste ici depuis 5 ans. J'ai grandi à Pau dans une famille de boulangers. Mes parents ont travaillé dur pour me payer les études de médecine. » Elle s'assit en face de lui. « Et toi, que fais-tu quand tu n'es pas PDG d'un empire hôtelier ?»« Je travaille. Beaucoup. Trop, selon ma grand-mère. » Il eut un sourire amer. Apparemment, c'est pour ça qu'elle a organisé ce mariage surprise, pour m'obliger à avoir une vie personnelle. « Et tu n'en avais pas, de vie personnelle ?» Julien hésita, comme s'il se demandait jusqu'où il pouvait se confier. « Quelques relations, rien de sérieux. Mon travail prend tout mon temps. Construire l'entreprise, la développer, c'est tout ce que je sais faire. »« Tu n'as pas toujours été comme ça, » dit doucement Élise. « À 16 ans, tu voulais être poète. Tu récitais Rimbaud sous les étoiles. » Cette fois, Julien tressaillit visiblement. « Comment pouvez-vous savoir ça ?»« Parce que j'étais là. La petite brune timide qui t'écoutait religieusement. Tu m'avais dit que les affaires familiales t'étouffaient, que tu rêvais de parcourir le monde avec tes seuls mots pour bagage. » Élise, il prononça son prénom comme s'il goûtait un vin ancien. Ces souvenirs, ils me reviennent par bribes, comme des images floues. Il y avait une fille qui avait peur de l'eau et que tu as aidé à surmonter sa phobie en lui tenant la main dans le lac. Mon Dieu! Julien ferma les yeux, se massant les tempes. « Tu étais cette fille? Celle qui écrivait dans un carnet violet ?» Le cœur d'Élise s'emballa. « Tu te souviens du carnet? Des fragments. Tu y notais tout. Nos conversations, tes impressions, des poèmes. » Il rouvrit les yeux, la regardant avec une intensité nouvelle. « Tu écris toujours? » ?»« Parfois, quand je n'arrive pas à dormir après un service difficile. » Elle hésita. « J'ai gardé une photo de ce camp. De nous deux, avec tout le groupe. »« Vraiment ?» Élise sortit son portefeuille et en tira une photo jaunie. On y voyait une quinzaine d'adolescents souriants, Julien et elle côte à côte, lui un bras protecteur autour de ses épaules. Julien prit délicatement la photo, l'étudiant longuement. « J'avais oublié, j'avais complètement oublié. Comment est-ce possible ? Tu avais 17 ans l'année suivante. Tu es parti étudier en Angleterre. Nos vies ont pris des directions différentes. C'est normal d'oublier. Mais toi, tu n'as pas oublié. » Élise rougit légèrement. « C'était un été important pour moi. Tu m'as appris à voir la beauté dans les mots, dans la nature. Tu m'as donné confiance en moi. Et maintenant, je suis ton mari par procuration, » dit-il avec une ironie amère. « Quel gâchis. Julien. »« Non, laisse-moi finir. » Il lui rendit la photo. « Je commence à comprendre pourquoi ma grand-mère t'a choisi. Tu n'es pas une inconnue, même si j'avais oublié. Tu as un passé respectable, aucun lien avec notre monde. Tu étais le choix parfait pour sauver mon empire. Ce n'est pas pour ça que j'ai accepté. »« Ah non !» Il se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. « Alors pourquoi ?» Élise rassembla son courage.
Parce que le garçon de 16 ans que j'ai connu ne méritait pas de tout perdre à cause d'une clause testamentaire archaïque. Et parce que le dispensaire où je travaille bénévolement avait besoin d'aide. Ah, nous y voilà. L'argent? Pas pour moi, pour mes patients. Tu crois que je me serais marié avec toi pour m'enrichir? Élise s'était levée aussi, les joues rouges de colère. Je vis dans un appartement de 40 mètres carrés à Talence. Je roule dans une Clio de 10 ans. Si j'avais voulu l'argent, crois-tu que j'aurais choisi la médecine d'urgence? La véhémence de sa réaction sembla surprendre Julien. Il l'observa un long moment, comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. « Tu as raison, pardonne-moi, c'est juste que tout cela me dépasse. Me réveiller marié, découvrir que ma grand-mère a orchestré tout ça. » Il soupira profondément. « Et toi, tu es prise au piège autant que moi. Nous le sommes tous les deux, » admit Élise en s'approchant. « Mais peut-être qu'au lieu de nous battre contre cette situation, nous pourrions essayer de la comprendre, de voir où elle nous mène. » Julien la regarda longuement, et pour la première fois depuis son réveil, elle vit quelque chose d'autre que de la méfiance dans ses yeux verts. « D'accord, » dit-il finalement. « Recommençons. Bonjour, je suis Julien Delacroix. Apparemment, je suis votre mari. » Élise sourit pour la première fois depuis des jours. « Bonjour, je suis Élise Morin-Delacroix. Ravi de faire enfin votre connaissance. Mon mari. » Une semaine après leur présentation officielle, Julien était enfin autorisé à quitter l'hôpital. Élise l'accompagnait pour les dernières formalités administratives quand une question pratique se posa. Où allait-il habiter pendant sa convalescence? « Ma propriété de Saint-Émilion serait l'idéal, » déclara Colette en rejoignant le groupe. « L'air de la campagne, le calme. Avec tout le respect que je vous dois, grand-mère, je préfère rentrer chez moi, à Bordeaux, dans votre appartement de célibataire au 20e étage, » intervint Élise. « Julien, vous sortez d'un traumatisme crânien. Il vous faut du repos, pas le stress de la ville. Et que proposez-vous, docteur? Que je m'installe chez vous ?» Le rouge monta aux joues d'Élise. « Mon appartement fait 40 mètres carrés, ce ne serait pas très pratique. » Colette échangea un regard avec Maître Rousseau, présent pour finaliser les papiers de sortie. « En fait, il existe une solution. L'ancienne maison de vos parents, Julien, celle de Pessac. Elle est restée dans la famille, parfaitement entretenue, assez grande pour vous deux, assez proche de l'hôpital pour les rendez-vous de suivi. » Julien fronça les sourcils. « Je n'y ai pas mis les pieds depuis leurs obsèques. Justement, il est temps d'y retourner. Et Élise pourrait vous y accompagner. Après tout, vous êtes mariés. Il serait naturel que vous viviez ensemble, au moins temporairement. » L'idée de partager un espace intime avec Julien terrifiait et excitait Élise à la fois. Ils apprenaient à peine à se reparler civilement. « Grand-mère, je ne suis pas sûr que... »« Moi non plus, » l'interrompit Élise. « Nous ne nous connaissons pas assez pour... »« Précisément, » s'exclama Colette avec un sourire satisfait. « Comment voulez-vous apprendre à vous connaître si vous vivez chacun de votre côté? Allons, soyez raisonnables. Cette situation est temporaire, mais autant en profiter pour voir si votre union peut devenir autre chose qu'un simple arrangement. » 2 heures plus tard, ils se retrouvaient devant une élégante maison de maître du 19e siècle, entourée d'un jardin luxuriant. Julien tenait les clés, mais semblait hésiter à les utiliser. « Tu es sûr que ça va ?» demanda doucement Élise. « Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 23 ans. Depuis, cette maison est restée fermée. Ma grand-mère l'entretient, mais moi, tu n'étais pas obligé d'accepter. On peut chercher autre chose. » Julien la regarda, surpris par sa sollicitude. « Non, elle a raison. Il faut que j'y retourne un jour ou l'autre. Et je ne déteste pas l'idée de ne pas être seul pour ça. » L'intérieur était magnifique et parfaitement préservé. Des meubles anciens, des bibliothèques pleines, des œuvres d'art aux murs. Mais aussi des photos de famille partout, des souvenirs d'une vie interrompue trop tôt. « C'est beau !» murmura Élise, en découvrant le salon principal. « Ma mère adorait recevoir. Elle organisait des soirées littéraires ici. Mon père préférait sa cave à vin au sous-sol. » La voix de Julien s'était adoucie. « J'avais oublié l'odeur de cette maison, le parfum de ma mère, l'encaustique, les roses du jardin. » Ils montèrent à l'étage découvrir les chambres.
La principale, celle des parents de Julien, était somptueuse mais chargée d'émotions. « Je prendrai la chambre d'amis », dit immédiatement Élise. « Tu es sûr? Légalement, cette chambre t'appartient autant qu'à moi. Julien, nous sommes peut-être mariés sur le papier, mais nous sommes encore des étrangers. Restons réalistes. » Il acquiesça, visiblement soulagé. « Tu as raison, nous avons le temps de voir comment les choses évoluent. » Le premier soir fut étrange. Ils dînèrent ensemble dans la grande salle à manger, servie par Marguerite, la gouvernante qui entretenait la maison depuis des années et qui avait été prévenue de leur arrivée. « Monsieur Julien !» s'était-elle exclamée en les voyant. « Comme vous avez grandi !» Et Madame Élise, avait dit Julien après une hésitation. « ma femme. »« Ah, Madame Colette m'avait prévenu. Soyez la bienvenue, Madame Élise. Cette maison a besoin de vie. » Pendant le repas, ils échangèrent des banalités sur leur goût culinaire, leurs habitudes. Élise découvrit que Julien était végétarien depuis l'université, qu'il pratiquait le piano, mais ne s'autorisait plus le temps d'en jouer. Lui apprit qu'elle courait chaque matin avant le travail, qu'elle adorait cuisiner mais détestait faire le ménage. « Tu cours tous les matins ?» demanda-t-il intéressé. « Même les jours de garde ?»« Surtout les jours de garde. Ça m'aide à évacuer le stress. » « Tu faisais du sport avant? Tennis, natation, plus maintenant, plus le temps. Tu dis souvent ça, plus le temps. Tu n'as pas l'impression de passer à côté de ta vie ?» Julien posa sa fourchette, la regardant attentivement. « Tu es direct. C'est un défaut? » « Non, c'est rafraîchissant. Dans mon monde, personne ne pose ce genre de questions. Tout le monde fait semblant que travailler 80 heures par semaine est normal. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? » « Je pense, » il hésita, « je pense que j'ai oublié pourquoi je travaillais si dur. Au début, c'était pour prouver que j'étais digne de l'héritage familial. Puis, par habitude. Et maintenant, je me demande si le garçon qui rêvait de poésie est complètement mort ou s'il dort juste sous une pile de contrats. » Après le dîner, ils se séparèrent poliment. Élise prit un bain dans la salle d'eau attenante à sa chambre, réfléchissant à cette première soirée. Julien était plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Sous le masque du PDG glacial se cachait quelqu'un de vulnérable, quelqu'un qui s'interrogeait. De son côté, dans la bibliothèque, Julien feuilletait un recueil de Rimbaud qu'il avait retrouvé parmi les affaires de ses parents. Les vers résonnaient différemment maintenant, ravivant des souvenirs enfouis. Vers minuit, Élise descendit chercher un verre d'eau et le trouva là, plongé dans sa lecture. « Insomnie ?» demanda-t-elle. « Les médicaments me tiennent éveillé. Et toi ?» Même cause. Elle s'approcha. « Le bateau ivre ? Tu reconnais ? Comme je descendais des fleuves impassibles, tu me l'avais récité en entier cet été-là. » Ils se regardèrent un long moment, conscients tous les deux que quelque chose était en train de changer entre eux. Quelque chose de fragile, mais de réel. « Bonne nuit, Julien. »« Bonne nuit, Élise. » Pour la première fois depuis son réveil, son prénom sur ses lèvres ne sonnait plus comme celui d'une étrangère. Les jours suivants s'installèrent dans une routine surprenante. Élise partait tôt pour l'hôpital, laissant Julien à sa convalescence forcée. Elle rentrait le soir le trouver soit au piano, qu'il avait recommencé à jouer timidement, soit dans le jardin, soit plongé dans les livres de la bibliothèque paternelle. Ce jeudi soir, elle le découvrit dans la cuisine, tentant de préparer le dîner avec l'aide patiente de Marguerite. « Monsieur Julien insiste pour cuisiner », expliqua la gouvernante avec un sourire amusé. « Je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire, mais il ne veut rien entendre. J'ai pensé que tu devais être fatigué après tes gardes, » dit Julien, un tablier noué autour de la taille. « Et j'avoue que rester inactif toute la journée me rend fou. » Élise fut touchée par cette attention. « Tu n'es pas obligé, je sais, mais j'en ai envie. » Il désigna le plan de travail où s'étalaient légumes et aromates. Risotto aux champignons et parmesan. « Ça te va ? » ?»« Parfaitement. Je peux t'aider ? » ?»« Volontiers. Tu peux éplucher les échalotes et tu peux me parler de ta journée ? J'aimerais comprendre ton travail. » Pendant qu'ils cuisinaient côte à côte, Élise lui raconta ses patients, les urgences, les moments de stress et de satisfaction. Julien l'écoutait attentivement, posant des questions pertinentes.
Tu ne parles jamais de toi dans ces histoires, remarqua-t-il en remuant le riz. Toujours des autres, tes patients, tes collègues, les familles. Et toi, dans tout ça? Comment ça? Est-ce que tu prends soin de toi autant que tu prends soin des autres? Élise s'arrêta de couper ses échalotes, surprise par la question. Je n'y pense pas vraiment. Quand on est médecin, on pense d'abord aux patients. Et Élise la femme, pas Élise la médecin, elle existe? Bien sûr qu'elle existe, protesta-t-elle, puis elle réfléchit. Enfin, je crois. Tu crois? Julien se tourna vers elle, sourcils froncés. Élise, quand as-tu pris des vraies vacances pour la dernière fois? L'année dernière. Enfin, 3 jours chez mes parents à Pau. 3 jours en un an? Il secoua la tête. Et avant ça? Je ne sais plus. Peut-être il y a 3 ans. 1 semaine en Bretagne avec une amie. Et tu me reproches de ne pas avoir de vie personnelle? Dit-il avec un sourire taquin. Nous sommes beaux tous les deux. 2 bourreaux de travail qui s'ignorent. Élise rit malgré elle. Tu marques un point, mais au moins moi j'aide les gens. Parce que tu crois que diriger une entreprise qui emploie 3000 personnes, ce n'est pas aider. Que développer des hôtels durables, soutenir les viticulteurs locaux, ce n'est pas utile. Elle s'arrêta de nouveau, réalisant qu'elle n'avait jamais vraiment réfléchi à ce que représentait concrètement le travail de Julien. Tu as raison. Pardonne-moi. Je ne voulais pas minimiser. Ce n'est pas grave, mais nous avons un point commun de plus. Nous nous définissons par notre travail. Et c'est un problème? Julien ajouta du parmesan dans le risotto, réfléchissant. Je ne sais pas. Avant l'accident, j'aurais dit non. Maintenant, ces quelques jours forcés, loin du bureau, m'ont fait réaliser des choses. Lesquelles? Que j'avais oublié le goût des tomates du jardin. Que Chopin sonne différemment selon l'humeur. Que regarder quelqu'un cuisiner peut être apaisant. Il lui lança un regard. Que partager un repas qu'on a préparé ensemble a plus de saveur qu'un dîner d'affaires dans un restaurant étoilé. Élise sentit quelque chose se réchauffer dans sa poitrine. Tu as toujours été philosophe. Non, ça c'est nouveau. Ou plutôt, c'est très ancien. Je crois que le garçon de 16 ans se réveille. Ils dînèrent sur la terrasse, profitant de la douceur de cette soirée de septembre. Le jardin embaumait les roses tardives et le jasmin. Marguerite avait disposé des bougies qui dansaient dans la brise légère. « C'est romantique », fit remarquer Élise sans réfléchir. Puis elle rougit. « Je veux dire, c'est joli. Romantique aussi », dit Julien sans gêne. « Nous sommes mariés, après tout. Un peu de romantisme ne ferait pas de mal. » Julien, « Je plaisante », la rassura-t-il, bien qu'elle n'ait pas lu d'ironie dans ses yeux. « Enfin, pas complètement. Cette situation est bizarre. Mais pas désagréable. Pour moi non plus, admit Élise. J'avais peur que tu me détestes éternellement. J'y ai pensé. Les premiers jours, j'étais furieux. Puis j'ai réalisé que tu étais autant victime de cette situation que moi. Et maintenant, je commence à penser que ma grand-mère est plus maligne que je ne le croyais. Après le dîner, ils débarrassèrent ensemble, Julien insistant pour faire la vaisselle. Élise l'observait, étonnée de voir cet homme habitué au restaurant et aux réceptions s'appliquer à nettoyer des assiettes. « Tu n'as jamais eu de personnel de maison ?» demanda-t-elle. « Si, bien sûr, mais mes parents m'ont appris que l'argent ne dispense pas de savoir faire les choses soi-même. Ma mère disait qu'un homme qui ne sait pas prendre soin de sa maison ne peut pas prendre soin d'une famille. Sage conseil. Elle en avait beaucoup, des sages conseils. » Sa voix se fit mélancolique. Elle aurait aimé te connaître, je crois. Pourquoi? Parce qu'elle disait toujours qu'il fallait que j'épouse quelqu'un de bien, pas quelqu'un de riche, quelqu'un qui me remette les pieds sur terre. Élise sentit son cœur s'accélérer. Et tu penses que... Je pense que nous apprenons à nous connaître, dit-il prudemment, et que jusqu'à présent, ce n'est pas désagréable. Cette nuit-là, chacun dans sa chambre, ils réfléchirent à cette soirée. Élise réalisa qu'elle n'avait pas pensé une seule fois à l'hôpital pendant le dîner. Julien, lui, comprit qu'il n'avait pas consulté ses mails depuis 2 jours. Peut-être que Colette Delacroix avait effectivement été plus maligne qu'il ne l'avait cru. « Il faut que vous repreniez progressivement vos activités », annonça le neurologue lors du rendez-vous de contrôle de Julien. « Votre récupération est excellente. Vous pouvez recommencer à travailler, mais avec modération. »
Pas plus de 4 heures par jour au début. Julien et Élise échangèrent un regard. Ces 15 jours de vie commune tranquille touchaient à leur fin. 4 heures, répéta Julien. Docteur, je dirige une entreprise internationale. Et vous voulez continuer à la diriger longtemps? Alors respectez mes recommandations, délégué. Sur le chemin du retour, Julien semblait préoccupé. Je ne sais même pas par où commencer. Il doit y avoir des milliers de mails, de décisions en attente. Tu as des adjoints compétents? Oui, mais... Il soupira. J'ai du mal à lâcher prise. Tout passe par moi depuis que j'ai pris la direction. Eh bien, c'est l'occasion d'apprendre. Et puis, tu ne seras pas seul. Comment ça? Élise hésita puis se lança. Si tu veux, je peux t'accompagner. Voir ton univers professionnel. Comprendre ce qui te prend tant de temps. Julien la regarda surpris. Tu ferais ça? Nous sommes mariés, officiellement. Il serait normal que ton épouse connaisse ton travail, non? Le siège du Delacroix Group, situé dans le quartier des affaires de Bordeaux, impressionna Élise. L'immeuble moderne de verre et d'acier contrastait avec l'élégance classique de la maison de Pessac. « Monsieur Delacroix !» s'exclama Valérie, son assistante, en les voyant arriver. « Comme je suis heureuse de vous voir. Et vous devez être... Élise Delacroix !» dit Julien naturellement, surprenant sa femme par l'aisance avec laquelle il prononçait ces mots. « Mon épouse. Madame Delacroix, enchantée. » Valérie ne put cacher sa curiosité. Personne ne savait que monsieur était marié. C'est récent, expliqua Élise avec un sourire gêné. Le bureau de Julien était à l'image de sa personnalité professionnelle, sobre, efficace, imposant. Baie vitrée donnant sur la Garonne, mobilier design, écran multiples. Élise se sentit soudain très petite dans cet univers de pouvoir. « C'est impressionnant, » dit-elle, en s'approchant des fenêtres. « Intimidant, tu veux dire ?» Julien alluma son ordinateur principal et grimaça devant la liste d'emails. 2347 messages non lus. « Mon Dieu, comment tu fais d'habitude? Je ne prends jamais de vacances. » répondit-il avec ironie. Les heures suivantes furent révélatrices. Élise observa Julien jongler entre les décisions stratégiques, les arbitrages financiers, les négociations avec les partenaires. Elle découvrit un homme brillant, précis, mais aussi stressé et perfectionniste à l'excès. « Tu traites vraiment tous ces dossiers personnellement ?» demanda-t-elle, en le voyant éplucher le détail d'un contrat d'entretien pour un hôtel. « Il faut bien. » « Julien, ce contrat concerne le nettoyage des vitres. Tu es PDG d'un groupe international et tu vérifies le prix du nettoyage des vitres ?» Il leva les yeux de l'écran, réalisant soudain l'absurdité de la situation. « Tu as raison, c'est ridicule. Pourquoi tu ne délègues pas? Parce que si je ne contrôle pas, qui le fera? Tes directeurs de filiales, tes chefs de service, tous ces gens compétents que tu as embauchés ?» Avant qu'il puisse répondre, on frappa à la porte. Un homme d'une quarantaine d'années entra, élégant et sûr de lui. « Julien, enfin de retour parmi nous. » Il s'arrêta en voyant Élise. « Et qui est cette charmante personne? »« Édouard, je te présente Élise, mon épouse. Élise, voici mon cousin Édouard, directeur général adjoint. » Le sourire d'Édouard se figea imperceptiblement. « Ton épouse? Depuis quand? » « Depuis quelques semaines. Comme c'est surprenant. Personne n'était au courant. » Élise perçut immédiatement l'hostilité sous la politesse. Ce devait être l'héritier potentiel dont avait parlé Colette, celui qui attendait sa chance. « Nous avons préféré la discrétion, » dit-elle diplomatiquement. « Bien sûr. » Édouard se tourna vers Julien. « J'espère que tu vas mieux. L'entreprise a fonctionné en ton absence, comme tu peux le constater. Peut-être est-ce l'occasion de réfléchir à une réorganisation? » « Quelle réorganisation? » « Eh bien, tu as frôlé la mort, cousin. Cela nous a fait réaliser à quel point l'entreprise dépend de toi. Ne serait-il pas sage de partager davantage les responsabilités? » Julien se raidit. « L'entreprise se porte très bien telle qu'elle est, pour l'instant. Mais si quelque chose t'arrive de nouveau, il ne m'arrivera rien. » Après le départ d'Édouard, l'atmosphère resta tendue. Élise voyait bien que cette conversation avait perturbé Julien. « Il a peut-être raison, » dit-elle prudemment. « Sur la délégation, je veux dire. Toi aussi ?» Julien se leva brusquement. « Élise,
Tu ne comprends pas, cette entreprise, c'est tout ce qui me reste de mes parents. Si je lâche prise, si je laisse Édouard prendre le contrôle... Personne ne parle de lâcher prise, mais déléguer intelligemment, ce n'est pas perdre le contrôle, c'est permettre à l'entreprise de grandir. Tu ne peux pas comprendre, tu ne viens pas de ce monde. Cette phrase blessa Élise plus qu'elle ne l'aurait cru. Tu as raison, je ne viens pas de ton monde. Je viens d'un monde où on sauve des vies, où on travaille en équipe, où on fait confiance aux gens compétents. Excuse-moi si ça ne me qualifie pas pour comprendre les affaires. Elle quitta le bureau, laissant Julien face à ses écrans et ses responsabilités. Dans l'ascenseur, elle réalisa à quel point leurs univers étaient différents. Pourraient-ils vraiment fonctionner ensemble? Ce soir-là, ils dînèrent en silence. Chacun ruminait les événements de la journée. Ce fut Julien qui brisa la glace. « Je me suis mal exprimé cet après-midi. Je ne voulais pas te blesser. Mais tu l'as pensé. Que je ne peux pas comprendre ton monde parce que je ne suis qu'une petite médecin de province. Non, il posa sa main sur la sienne. J'ai eu peur, c'est tout. Peur qu'Édouard ait raison. Peur de perdre le contrôle. Peur que tout ce pourquoi mes parents ont travaillé disparaisse. Et tu crois que travailler jusqu'à l'épuisement, c'est leur rendre hommage? Julien réfléchit longuement. Peut-être que tu as raison. Peut-être que je confonds honorer leur mémoire et m'enterrer vivant dans leur héritage. Élise serra sa main. Je ne connais peut-être pas ton monde, Julien, mais je te connais, toi. Le garçon qui rêvait de liberté ne peut pas s'être complètement perdu dans les bilans comptables. Cette nuit-là, pour la première fois depuis qu'ils vivaient ensemble, Julien frappa doucement à la porte d'Élise. « Je n'arrive pas à dormir, » dit-il simplement. « Moi non plus. » Ils parlèrent jusqu'à l'aube, assis sur le lit d'Élise, évoquant leurs peurs, leurs espoirs, leurs différences. Et quand le soleil se leva sur Bordeaux, ils surent tous les deux qu'ils venaient de franchir une étape importante. Ils n'étaient plus seulement deux étrangers mariés par procuration. Ils devenaient lentement quelque chose d'autre, quelque chose qu'aucun d'eux n'osait encore nommer. « Une soirée de gala ?» répéta Élise, en regardant l'invitation dorée que venait de lui tendre Julien. « Pour le lancement de votre nouvelle collection de vins ? C'est un événement annuel important. Tous nos partenaires seront présents. La presse spécialisée ?» Julien semblait embarrassé. « Ma grand-mère insiste pour que tu m'accompagnes, en tant qu'épouse officielle. » Ils étaient dans le salon de la maison de Pessac, Élise en tenue de jogging après sa course matinale, Julien déjà habillé pour aller au bureau. 3 semaines avaient passé depuis sa première visite au bureau, et ils avaient trouvé un équilibre fragile entre leurs deux mondes. « Julien, je ne connais rien au vin, et encore moins à ce genre de réception. Tu n'as qu'à être toi-même. »« Moi-même » Élise rit nerveusement. « Au milieu de tous ces gens fortunés, ils vont tout de suite voir que je ne suis pas de leur milieu. » « Et alors ?» Julien s'approcha d'elle. « Élise, tu es médecin, tu sauves des vies. Tu penses vraiment que c'est moins noble que de vendre des bouteilles de Bordeaux à prix d'or ? Ce n'est pas une question de noblesse, c'est une question de codes sociaux que je ne maîtrise pas. Alors je t'apprendrai. » Cette proposition lancée sur l'impulsion du moment surprit Julien lui-même. Mais en voyant l'expression d'Élise, il réalisa qu'il en avait vraiment envie. « Tu ferais ça ? Nous sommes mariés, » dit-il simplement. « Et puis, j'aimerais te montrer cet aspect de ma vie. Pas pour t'impressionner, mais pour que tu comprennes mieux qui je suis. » Les jours suivants furent une découverte mutuelle. Julien emmena Élise visiter les vignobles familiaux à Saint-Émilion, lui expliquant avec une passion qu'elle ne lui connaissait pas, les subtilités du terroir, les secrets de la vinification. « Tu vois cette parcelle ?» dit-il en désignant des vignes qui dévalaient une colline dorée. « Mon arrière-grand-père l'a plantée en 1923. Ces pieds de merlot ont survécu au phylloxéra, à 2 guerres mondiales, aux gelées dévastatrices de 1956. Tu en parles comme s'ils étaient vivants. Mais ils le sont. » Ses yeux brillaient d'un enthousiasme qu'Élise n'avait vu que lorsqu'il parlait de poésie. Chaque pied a sa personnalité, ses besoins. Certains donnent leur meilleur en année sèche, d'autres préfèrent la pluie. Il faut les connaître, les respecter. C'est beau quand tu en parles comme ça. Mon grand-père disait que le vin, c'est de la poésie en bouteille. Chaque millésime raconte l'histoire d'une année, ses joies et ses peines. Élise découvrait un Julien qu'elle ne connaissait pas.
Loin des bureaux et des écrans, au contact de cette terre familiale, il retrouvait quelque chose de l'adolescent rêveur qu'elle avait connu. Et les hôtels, comment c'est venu? Par nécessité, au début, pour écouler notre production. Mon grand-père a ouvert le premier établissement dans les années 70, un petit hôtel de charme à Saint-Émilion. Le succès a été immédiat. Il sourit. Les touristes venaient pour le vin et restaient pour le cadre. Et maintenant, vous en avez combien? 15 en France, 8 en Europe, 3 en Amérique du Nord, tous dans des régions viticoles ou des sites patrimoniaux. C'est énorme, trop énorme parfois. L'ombre repassa dans son regard. Mon grand-père voyait grand, mais il gardait l'œil sur chaque détail. Moi, j'ai l'impression de courir derrière un empire qui me dépasse. Le soir de la dégustation privée qui précédait le gala, Élise était nerveuse. Elle portait une robe noire simple mais élégante que Julien avait insisté pour lui offrir, ses cheveux relevés en un chignon sophistiqué. « Tu es magnifique !» lui dit-il en nouant sa cravate devant le miroir de l'entrée. « J'ai l'impression de jouer un rôle. » Nous jouons tous des rôles, Élise. L'important, c'est de ne pas oublier qui on est vraiment en dessous. La propriété de Colette Delacroix était illuminée pour l'occasion. Des dizaines d'invités élégants déambulaient entre les salons, dégustant les nouveaux crus. Élise reconnut des visages aperçus dans la presse économique, des personnalités politiques locales. Julien, une femme d'une 50aine d'années, éclatante dans une robe de soie rouge, s'approcha d'eux. « Ah, comme je suis heureuse de te voir, et cette jeune femme doit être la mystérieuse épouse dont tout le monde parle. » Catherine, je te présente Élise. Élise, Catherine, Montpellier, notre directrice marketing. Enchantée. Catherine serra chaleureusement la main d'Élise. Alors, c'est vous qui avez réussi à caser notre célibataire le plus endurci? Nous... Catherine a tendance à l'exagération, intervint Julien avec amusement. Pas du tout. Tu ne sais pas, Élise. Comme nous désespérions de voir Julien trouver quelqu'un. Il était si concentré sur le travail. Dites-moi, vous travaillez dans quoi? Je suis médecin, urgentiste. Comme c'est admirable. Et vous vous êtes rencontrés comment? Élise et Julien échangèrent un regard. Ils avaient préparé cette question. À l'hôpital, dit Julien. Élise s'occupait de mes soins après l'accident. Ah, romantique, l'infirmière qui épouse son patient. Médecin, corrigea doucement Élise. Pardon, bien sûr, médecin, encore mieux. La soirée se poursuivit sur ce rythme, Élise naviguant entre les présentations et les questions indiscrètes avec une grâce croissante. Julien l'observait avec fierté et une émotion qu'il n'osait pas analyser. « Tu t'en sors à merveille », lui murmura-t-il pendant qu'il dégustait le nouveau Saint-Émilion Grand Cru. « Tu trouves? J'ai l'impression d'être transparente. Détrompez-toi. Tout le monde te trouve charmante et authentique. C'est rare dans ce milieu. » Julien, une voix les interrompit. Édouard s'approchait, accompagné d'une blonde sculpturale en robe de créateur. « Édouard, bonsoir Camille. »« Bonsoir mon chéri. » roucoula la blonde en embrassant Julien sur les joues, s'attardant un peu trop près de ses lèvres. « Tu as l'air en pleine forme. » Élise sentit une pointe de jalousie inattendue. Qui était cette femme qui embrassait son mari avec tant de familiarité? « Camille, je te présente Élise, mon épouse. Élise, Camille de Montclair, une amie de longue date. » Oh, Camille détailla Élise de la tête aux pieds avec un sourire condescendant. « La fameuse épouse. Comme c'est surprenant. J'avoue que quand Édouard m'a dit que Julien s'était marié, je n'y croyais pas. Pourtant c'est la réalité, dit Élise en prenant spontanément le bras de Julien. Bien sûr, Camille rit cristallinement. Et vous faites quoi dans la vie, ma chère? Elle est médecin, répondit Julien avant qu'Élise puisse parler. Comme c'est pratique, avoir un médecin dans la famille. Le ton était suffisamment ambigu pour être blessant, sans être ouvertement insultant. Élise serra les dents. « Camille travaille dans la communication de luxe, » expliqua Édouard. « Elle a d'ailleurs quelques idées intéressantes pour repositionner notre image de marque. »« Notre image de marque va très bien, merci, » répondit sèchement Julien. Le reste de la soirée fut tendu. Élise voyait bien que Camille et Édouard formaient une alliance contre elle, multipliant les allusions à son origine modeste, à sa méconnaissance du milieu.
Julien tentait de la protéger, mais elle sentait qu'il était mal à l'aise. Dans la voiture du retour, ils gardèrent le silence longtemps. « Je suis désolé pour Camille », dit finalement Julien. « Elle peut être désagréable, méprisante. Elle te considère comme une menace. » « Une menace? Moi? Élise. » Julien stoppa la voiture sur le bas-côté. « Camille et moi, nous avons eu une liaison il y a quelques années. Rien de sérieux, mais elle espérait peut-être que ça reprendrait. » Le cœur d'Élise se serra douloureusement. « Je vois, tu es jalouse ?» demanda-t-il avec une note d'espoir dans la voix. Élise réalisa avec surprise que oui, elle était jalouse. Profondément jalouse. Peut-être, un peu. Julien sourit et prit sa main. « Tant mieux. Tant mieux, ça veut dire que tu commences à tenir à moi. Comme moi, je commence à tenir à toi. » Leurs regards se croisèrent dans l'habitacle sombre. Pour la première fois depuis leur mariage forcé, l'attraction qu'ils ressentaient l'un pour l'autre était évidente, tangible. « Julien, je sais, c'est compliqué. Nous n'avions pas prévu ça. Qu'est-ce qu'on fait? On continue. On voit où ça nous mène. » Il démarra la voiture, mais quelque chose avait changé entre eux. Ils n'étaient point plus simplement deux étrangers apprenant à cohabiter. Ils tombaient amoureux. Élise n'arrivait pas à se concentrer sur ses patients ce matin-là. Depuis la soirée de gala, quelque chose avait changé entre Julien et elle. Leurs regards s'attardaient, leurs mains se frôlaient, par hasard. Leurs conversations prenaient des tournures plus intimes. Mais ils n'avaient encore franchi aucune ligne. « Docteur Morin ?» L'infirmière Marie la sortit de ses pensées. « Votre mari au téléphone. » Élise réalisa que tout l'hôpital était maintenant au courant de son mariage. « Merci, je le prends. »« Salut !» dit la voix de Julien, et elle sourit malgré elle en entendant cette familiarité nouvelle. « Tu finis à quelle heure ce soir ? » ?»« Vers 18h. Pourquoi ? » ?»« J'ai une surprise. Peux-tu passer me prendre au bureau ? » ?»« Une surprise ? Julien, tu sais que je n'aime pas les surprises. Fais-moi confiance. » Pour une fois, quand Élise arriva au siège du Delacroix Group, Julien l'attendait dans le hall, une petite valise à la main et un sourire mystérieux aux lèvres. « Qu'est-ce que tu manigances ?» demanda-t-elle soupçonneuse. « Week-end à Saint-Émilion, dans l'hôtel familial. Je veux te montrer quelque chose. »« Julien, je ne peux pas partir comme ça. Je n'ai rien préparé, et puis j'ai des gardes. J'ai appelé ton chef de service. Tu es libre jusqu'à lundi. Et j'ai demandé à Marguerite de préparer une valise pour toi. » Élise écarquilla les yeux. « Tu as fait quoi? Tu as organisé ma vie sans me demander mon avis? » Julien perdit de sa superbe. « J'ai pensé que ça te ferait plaisir. Julien, on n'organise pas la vie des gens sans leur demander, même celle de sa femme. » Ils se regardèrent un moment, la tension palpable. Puis Julien soupira. « Tu as raison. Pardonne-moi. J'ai l'habitude de tout contrôler, de tout décider. C'est idiot. Pourquoi ce week-end est-il si important pour toi ? » Parce que, il hésita, parce que je veux que tu comprennes d'où je viens, vraiment. Et parce que nous n'avons jamais eu de temps pour nous, juste nous deux. Élise sentit sa colère s'apaiser. D'accord, mais la prochaine fois, demande-moi avant. Promis. Le château-hôtel de la Croix était un joyau du XVIIIe siècle, niché au cœur des vignobles. Élise fut émerveillée par l'élégance des lieux, pierre blonde, jardin à la française, vue panoramique sur les vignes dorées. « C'est magnifique !» souffla-t-elle en découvrant leur suite. « C'était la demeure de mes arrière-grands-parents. Mon grand-père l'a transformée en hôtel dans les années 80. » Julien ouvrit les fenêtres, laissant entrer l'air parfumé de l'automne. « J'y venais enfant. C'est ici que j'ai appris à aimer cette terre. » Ils dînèrent sur la terrasse. Seul client de ce vendredi soir d'octobre. Le service était discret, la cuisine raffinée, l'atmosphère romantique à souhait. Élise se surprit à penser qu'ils avaient l'air d'un vrai couple en lune de miel. « Parle-moi de tes parents », dit-elle pendant qu'ils dégustaient un Saint-Émilion exceptionnel. Le visage de Julien s'adoucit. « Mon père était passionné, excessif, il voyait grand, parfois trop grand. Ma mère était son équilibre, sa sagesse. Elle tempérait ses élans, l'obligeait à garder les pieds sur terre. Tu leur ressembles. Je crois avoir hérité de l'ambition de mon père et de la prudence de ma mère. Parfois, ça crée des conflits intérieurs. Ne comment sont-ils morts?
Accident de voiture, en revenant d'un salon professionnel à Paris, route glissante, un camion. Sa voix se brisa légèrement. J'avais 23 ans. J'étais censé les accompagner, mais j'avais préféré rester pour un examen à la fac. « Oh, Julien !» Élise posa sa main sur la sienne. « Tu culpabilises encore. Parfois, si j'avais été avec eux, tu serais mort aussi, et l'entreprise familiale aurait disparu. » Il la regarda intensément. « Tu as une façon de voir les choses, réaliste, apaisante. » Après le dîner, ils se promenèrent dans les jardins éclairés par la lune. L'air était doux, chargé des parfums de l'automne naissant. « J'ai quelque chose à te montrer, » dit Julien en la guidant vers une petite chapelle au fond du parc. L'intérieur était simple, mais émouvant. Des plaques commémoratives rappelaient l'histoire de la famille Delacroix. Julien s'arrêta devant celle de ses parents. Philippe et Marguerite Delacroix, ils ont vécu pour l'amour et l'excellence. Tu as choisi cette épitaphe? Ma grand-mère. Elle dit que c'est ce qui les définissait le mieux. Élise lut les dates, calculant mentalement. Ils se sont mariés très jeunes, 19 ans tous les deux, mariage d'amour, contrairement à ce qui se faisait dans la bourgeoisie bordelaise. Mes grands-parents étaient furieux, mais ils ont fini par céder devant leur détermination. Comme c'est romantique, tu trouves? Julien se tourna vers elle. Parfois je me demande ce qu'il penserait de notre arrangement. Il comprendrait peut-être mieux que tu ne le crois. De retour à l'hôtel, ils se séparèrent sur le palier avec une gêne nouvelle. L'intimité du lieu, du moment, créait une tension qu'ils n'avaient jamais ressentie dans la maison de Pessac. « Bonne nuit, Élise. »« Bonne nuit, Julien. » Mais ni l'un ni l'autre ne trouvaient le sommeil. Vers minuit, Élise entendit des pas dans le couloir, puis le bruit d'une porte qui se fermait. Curieuse, elle entr'ouvrit la sienne et vit de la lumière sous la porte du bureau, attenant à leur suite. Elle frappa doucement. « Julien, tout va bien? Entre. » Il était assis devant un ordinateur portable, des documents étalés autour de lui. Mais ce n'étaient pas des contrats d'affaires, c'étaient des plans, des études d'impact environnemental. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle en s'approchant. « Un projet de développement immobilier, quartier des Chartrons. » Il sembla hésiter. « Un de nos investissements. » Élise reconnut le nom du quartier. C'était là qu'elle faisait ses consultations bénévoles, là que vivaient beaucoup de ses patients les plus défavorisés. Quel genre de développement? Résidence de standing, réhabilitation du quartier. Il évitait son regard. C'est un bon investissement. Le quartier va être revalorisé. Mais en regardant les plans de plus près, Élise réalisa l'ampleur du projet. Démolition, expropriation, gentrification massive. Julien, ces immeubles-là, là et là, elle désignait des bâtiments sur les plans. C'est là que vivent mes patients, des familles entières, des personnes âgées qui n'ont nulle part où aller. Il y a des procédures de relogement. Tout est légal. Légal, peut-être. Mais moral. Le silence qui suivit fut lourd de sous-entendus. Élise comprenait maintenant pourquoi Julien avait semblé gêné, pourquoi il travaillait sur ses dossiers en cachette. « Depuis quand tu le sais ?» demanda-t-elle. « Le projet était en cours avant mon accident. J'ai découvert les détails cette semaine. Et tu vas continuer ?» Élise, c'est compliqué. Il y a des investisseurs, des contrats signés, des emplois en jeu. Je ne peux pas tout arrêter d'un claquement de doigts. Tu peux essayer. Et si je refuse, le conseil d'administration peut voter ma révocation. Édouard n'attend que ça. » Élise sentit quelque chose se briser en elle. L'homme qu'elle commençait à aimer, l'homme qu'elle avait cru retrouver, était-il vraiment prêt à détruire des vies pour sauvegarder son pouvoir? « Je vois, » dit-elle froidement. « En fait, tu n'as pas changé. Tu es toujours l'homme d'affaires sans scrupules que je croyais découvrir. Élise, ce n'est pas si simple. Si, ça l'est. Il y a des choix qu'on fait par conviction et d'autres par lâcheté. » Elle quitta le bureau sans un mot de plus, laissant Julien face à ses dossiers et à sa conscience. Cette nuit-là, chacun dans sa chambre, ils réalisèrent que leur fragile idylle venait de se heurter à la réalité de leur monde inconciliable. Au matin, le charme de Saint-Émilion semblait brisé. Le retour vers Bordeaux se fit dans un silence glacial. Élise regardait défiler les paysages par la fenêtre, les mâchoires serrées.
Julien tentait parfois de briser le silence, mais elle répondait par monosyllabes. « Élise, il faut qu'on parle. » « De quoi ? De la façon dont ton empire se nourrit de la misère des autres ? Ce n'est pas juste, tu simplifies tout. » Vraiment. Elle se tourna vers lui, les yeux brillants de colère. « Explique-moi alors comment déloger des familles entières pour construire des appartements de luxe. C'est compliqué. Il y a des compensations financières, des solutions de relogement, des compensations dérisoires et des relogements en banlieue. Loin de tout. Tu sais combien coûte un appartement décent à Bordeaux? Tu sais ce que c'est de devoir choisir entre payer son loyer et acheter des médicaments? » Julien serra les mains sur le volant. « Non, je ne sais pas. Et c'est ça qui te pose problème, c'est ça? Que je n'ai jamais été pauvre. Ce qui me pose problème, c'est que tu aies les moyens d'agir différemment et que tu choisisses de ne pas le faire. » Ils arrivèrent à la maison de Pessac sans avoir rien résolu. Élise monta directement dans sa chambre, claqua la porte et fit sa valise. Quand elle redescendit, Julien l'attendait dans l'entrée. « Où vas-tu ? » ?»« Chez moi, dans mon vrai chez moi. »« Élise, ne pars pas comme ça. »« De comme quoi ? En colère ? Déçue ? Nous pouvons trouver une solution. »« Vraiment ?» Elle se planta devant lui. « Alors annule le projet, tout de suite. Montre-moi que l'homme que j'ai commencé à aimer existe vraiment. » Julien ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Dans ses yeux, Élise lut tous les « mais », tous les « c'est compliqué », toutes les excuses qu'il ne prononçait pas. « C'est bien ce que je pensais », dit-elle amèrement. « Au revoir, Julien. »« Nathan !» Il la rattrapa par le bras. « Et nous ? Et ce qui naît entre nous ?» Élise sentit sa gorge se nouer. « Il n'y a pas de nous, Julien. Il n'y a jamais eu de nous. Il y a eu un contrat de mariage, un arrangement pratique, des moments d'illusion. Mais nous venons de deux mondes trop différents. Tu ne penses pas ce que tu dis ? » « Si. » Elle dégagea son bras doucement. « Je pensais avoir retrouvé le garçon de 16 ans qui rêvait de changer le monde. Mais ce garçon est mort, Julien. Il a été enterré sous les costumes sur mesure et les comptes en banque. » Cette phrase atteignit Julien en plein cœur. « Élise, quand tu auras pris ta décision, la vraie, tu sauras où me trouver. » Elle partit, le laissant seul dans cette maison soudain immense et vide. Les jours qui suivirent furent un calvaire pour eux deux. Élise avait retrouvé son petit appartement de Talence, ses habitudes d'avant, ses gardes épuisantes, mais tout lui semblait terne, sans saveur. Elle se surprenait à regarder son téléphone, espérant un appel qui ne venait pas. Au dispensaire des Chartrons, elle voyait les patients qu'elle soignait bénévolement depuis des années. Madame Lopez, diabétique de 70 ans, qui habitait le quartier depuis 40 ans. Monsieur Ahmed, ancien docker, dont l'arthrite l'empêchait de travailler. La petite Fatou, 8 ans, asthmatique, qui vivait avec sa mère dans un 2 pièces humides. « Docteur, c'est vrai qu'ils vont nous faire partir ?» lui demanda Madame Lopez lors d'une consultation. « Les voisins disent qu'on va démolir notre immeuble. » Élise serra les dents. « Je ne sais pas, Madame Lopez. J'espère que non. » Mais elle savait. Elle avait vu les plans. De son côté, Julien était retourné au bureau avec une énergie fébrile, se noyant dans le travail pour oublier. Mais chaque décision, chaque réunion lui rappelait les mots d'Élise. Les reproches de sa conscience se mêlaient à son manque d'elle. « Tu as l'air préoccupé, » remarqua Édouard en entrant dans son bureau. « Des problèmes conjugaux ? Occupe-toi de tes affaires. » Justement, c'est de nos affaires que je veux parler. Le projet Chartron. Les investisseurs s'impatientent. Il faut donner le feu vert final. Julien regarda les dossiers sur son bureau. Il pourrait signer, empocher les bénéfices, satisfaire le conseil d'administration ou... J'ai besoin de quelques jours de réflexion. Quelques jours ? Julien, nous avons déjà trop tardé. Si nous ne nous décidons pas rapidement, d'autres groupes vont nous devancer. Quelques jours, répéta fermement Julien. Ce soir-là, seul dans la maison de Pessac, il se rendit dans la chambre d'Élise. Elle avait fait le lit avant de partir, rangé ses affaires, effacé toute trace de sa présence. Mais son parfum flottait encore dans l'air. Sur la table de nuit, elle avait oublié un livre, un recueil de poèmes de Rimbaud, le même que celui qu'ils avaient feuilleté ensemble pendant leur adolescence. Julien l'ouvrit et découvrit une dédicace qu'il avait écrite 15 ans plus tôt, pour Élise, qui voit la poésie partout où elle pose les yeux. Julien,
Il se souvenait maintenant. Ce livre, c'était lui qui le lui avait offert à la fin de ce camp d'été. Comment avait-elle pu le garder toutes ces années? Entre les pages, un marque-page, une photo d'eux à 16 ans, prise le dernier jour du camp. Il souriait, insouciant, plein de rêves et d'espoir. « Qui étais-je » murmura-t-il à la photo. « Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place ?» Le lendemain, il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il prit sa voiture et alla se promener dans le quartier des Chartrons. Pas en costume cravate pour une visite officielle, mais en jean et pull, comme un simple promeneur. Il vit les immeubles vétustes mais habités, les petits commerces de proximité, les enfants qui jouaient dans les cours. Il croisa des regards méfiants, des visages fatigués mais dignes. Il réalisa que derrière chaque fenêtre se cachait une vie, une histoire, des souvenirs. Dans une boulangerie, il entendit 2 femmes parler. « Ma fille, elle dit qu'une dame docteur vient ici tous les mercredis, qu'elle soigne gratis. Ah oui, le docteur Morin, une sainte celle-là. Elle a soigné mon petit-fils l'hiver dernier quand j'avais pas de quoi payer le médecin. Paraît qu'elle a épousé un riche. J'espère qu'elle va pas nous oublier. » Julien sortit de la boulangerie, le cœur serré. Élise était aimée, respectée dans ce quartier qu'il s'apprêtait à détruire. Elle avait construit quelque chose de précieux ici, quelque chose qu'aucune compensation financière ne pourrait remplacer. Ce soir-là, il appela sa grand-mère. « Grand-mère, j'ai besoin de ton conseil. À propos d'Élise, il était temps. Cette petite me manque. Elle ne vient plus prendre le thé. À propos du projet Chartron. » Un silence au bout de la ligne. « Ah, le fameux projet. Tu savais, Julien, mon chéri, je sais tout ce qui se passe dans cette entreprise. Je sais aussi qu'Élise travaille bénévolement dans ce quartier. Alors tu comprends mon dilemme. Je comprends surtout que tu as enfin trouvé quelque chose de plus important que l'argent. La question est, qu'est-ce que tu vas en faire ?» Cette nuit-là, Julien ne dormit pas. Il repensa à ses parents, à leurs valeurs, à ce qu'ils lui avaient enseigné. Il repensa au garçon qu'il avait été, à ses rêves de justice et de poésie. Il repensa à Élise, à son regard déçu, à sa colère légitime. Au matin, sa décision était prise. Il allait peut-être perdre son poste, ses investisseurs, sa fortune. Mais il avait déjà perdu quelque chose de plus précieux, l'amour naissant de la femme qu'il aimait. Il était temps de se battre pour le récupérer. « Vous voulez faire quoi ?» Édouard était devenu livide. Autour de la table du conseil d'administration, les visages exprimaient la même incrédulité. « J'ai dit que nous allions annuler le projet Chartron, » répéta calmement Julien, « et proposer à la place un programme de rénovation urbaine respectueux des habitants actuels. »« Mais c'est de la folie !» explosa Beaumont, l'un des administrateurs. « Nous parlons d'un investissement de 50 millions d'euros. Les contrats sont signés. Les contrats peuvent être rompus, moyennant des pénalités que nous assumerons. Des pénalités qui vont nous coûter 15 millions, intervint Édouard. Julien, je comprends que ton accident ait pu affecter ton jugement, mais mon jugement va parfaitement bien. » Julien se leva, imposant sa stature dans la salle feutrée. « Cette entreprise a été fondée par mon arrière-grand-père sur des valeurs d'excellence et de respect, pas sur l'exploitation des plus vulnérables. »« Depuis quand te préoccupes-tu des vulnérables ?» cracha Édouard. « Cette soudaine conscience sociale ne serait-elle pas liée à ta petite épouse médecin ?» Un silence glacial tomba sur l'assemblée. Julien fixa son cousin avec une intensité dangereuse. « Laisse Élise en dehors de ça. »« Ah, nous y voilà !» Édouard se leva à son tour, sûr de tenir sa vengeance. « Monsieur le PDG est sous l'influence de sa femme. Une femme qui n'a aucune connaissance du monde des affaires, qui vient d'un milieu modeste et qui veut nous imposer sa morale de boy scout. Édouard, tu dépasses les bornes. »« Moi ? C'est toi qui dépasses les bornes. Tu mets en péril l'avenir de l'entreprise pour les beaux yeux d'une petite médecin de banlieue. » Cette fois, Julien explosa. « Oh, ça suffit. Cette petite médecin vaut 1000 fois mieux que tous les requins en costume qui nous entourent. Elle sauve des vies pendant que nous comptons nos billets. Elle a plus de courage et d'intégrité dans son petit doigt que toi, » l'interrompit Édouard avec un sourire mauvais. « Alors pourquoi a-t-elle quitté le domicile conjugal? Pourquoi ne répond-elle plus à tes appels ?»
Julien encaissa le coup. C'était vrai. Depuis une semaine, tous ces messages restaient sans réponse. Mes problèmes personnels ne regardent que moi. Détrompe-toi. Quand ils affectent la gestion de l'entreprise, ils nous regardent tous. Édouard se tourna vers l'Assemblée. Messieurs, je propose un vote de défiance contre la direction actuelle. Colette Delacroix, qui était restée silencieuse jusqu'alors, prit la parole. Monsieur Beaumont, combien représentent mes parts dans cette assemblée? 38%, madame. Et celle de Julien, 27%, soit 65% au total. Je soutiens la décision de mon petit-fils. Le projet Chartron est annulé. Édouard devint écarlate. Grand-mère, vous ne pouvez pas. Je peux, et je viens de le faire. La séance est levée. Mais la victoire avait un goût amer pour Julien. En sortant de la salle de conseil, il croisa le regard satisfait mais inquiet de sa grand-mère. « Tu as fait le bon choix, » lui dit-elle. « Maintenant, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Que veux-tu dire? Annuler le projet, c'est bien, mais si tu veux reconquérir Élise, il faut que tu lui prouves que tu as vraiment changé. » Le lendemain, Julien débarqua au dispensaire des Chartrons. C'était un petit local vétuste, coincé entre une épicerie et un salon de coiffure. L'infirmière qui l'accueillit le regarda avec méfiance. « Vous voulez voir le docteur Morin? Elle ne sera là que mercredi. Je peux attendre. » Jusqu'à mercredi, s'il le faut. Finalement, il obtint l'adresse de l'appartement d'Élise. Quand elle ouvrit la porte et le vit sur le palier, son visage se ferma immédiatement. « Qu'est-ce que tu fais là? Il faut que je te parle. » Nous n'avons rien à nous dire. Elle voulut refermer la porte, mais il glissa son pied dans l'entrebâillement. « Élise, s'il te plaît, 5 minutes. Julien, va-t'en. Je t'ai dit tout ce que j'avais à dire. Moi, non. » Il sortit de sa poche une enveloppe. « Le projet Chartron est annulé. Officiellement. Définitivement. » Élise fronça les sourcils, prit l'enveloppe et lut le document qu'elle contenait. Un communiqué de presse du Delacroix Group annonçant l'abandon du projet pour des raisons d'incompatibilité avec les valeurs humaines de l'entreprise. Comment? J'ai convaincu le conseil d'administration. Enfin, ma grand-mère m'a aidé. Pourquoi? Parce que tu avais raison. Parce que l'homme que j'étais à 16 ans n'aurait jamais accepté ça. Et parce que je t'aime. Élise resta sans voix. C'était la première fois qu'il prononçait ces mots. Julien, laisse-moi finir. Je sais que j'ai tout fait de travers. Je sais que j'ai mis du temps à comprendre. Mais Élise, tu m'as redonné une conscience. Tu m'as rappelé qui j'étais vraiment. Et ton poste? Ton entreprise? Je les ai gardés, pour l'instant. Mais même si je les perdais... Il la regarda intensément. Tu vaux tous les empires du monde. Élise sentit ses défenses vaciller. Julien, ce n'est pas si simple. Si, ça l'est. Je t'aime. Tu m'aimes. Nous pouvons construire quelque chose de beau ensemble. Tu crois que je t'aime? J'espère, parce que sinon j'ai fait tout ça pour rien. Malgré elle, Élise sourit. Idiot. Ça veut dire oui? Elle hésita encore, puis ouvrit sa porte en grand. Entre, nous avons à parler. Ils passèrent la soirée à refaire le monde, à imaginer ce qu'ils pourraient accomplir ensemble. Julien lui parla de ses nouveaux projets, transformer les hôtels du groupe en établissements socialement responsables, créer un fonds de développement pour les quartiers défavorisés, utiliser les bénéfices de l'entreprise pour des causes humanitaires. « Tu es sérieux ?» demanda Élise, émerveillée par sa passion retrouvée. « Complètement. Et j'ai besoin d'une associée, quelqu'un qui connaît le terrain, qui sait ce dont les gens ont vraiment besoin. Une associée. Ma femme. Si elle veut bien de moi. » Élise le regarda longuement. L'homme qui se tenait devant elle n'était plus le PDG glacial qu'elle avait épousé par procuration. C'était le garçon qu'elle avait aimé à 16 ans, enrichi par l'expérience et la souffrance, mais fidèle à ses idéaux profonds. « D'accord, » dit-elle doucement, « mais à une condition. » « Laquelle? Cette fois, nous recommençons pour de bon. Pas par contrat, pas par obligation, par choix. Tu veux dire? Je veux dire que j'aimerais que tu me demandes en mariage, pour de vrai. » Julien sourit et, sans hésiter, se mit à genoux devant elle. « Élise Morin, femme la plus extraordinaire que je connaisse, veux-tu m'épouser? Pour de vrai cette fois? »« Oui, » répondit-elle en riant et en pleurant à la fois. « Oui, je le veux. »
Quand il l'a pris dans ses bras pour l'embrasser, ils surent tous les deux que cette fois, c'était pour la vie. Dehors, l'automne dorait les toits de Bordeaux, et quelque part dans le quartier des Chartrons, des familles dormaient tranquilles, ignorant qu'elles venaient d'échapper à l'expropriation grâce à l'amour d'une médecin et à la rédemption d'un homme d'affaires. 6 mois plus tard, la transformation était spectaculaire. Le Delacroix Group avait lancé son programme Hospitalité solidaire, révolutionnant l'industrie hôtelière française. Chaque établissement du groupe consacrait désormais 10% de ses bénéfices à des projets sociaux locaux. Élise, devenue directrice de la Fondation Delacroix pour la santé publique, jonglait entre ses gardes à l'hôpital et la gestion des nouveaux dispensaires que la Fondation finançait à travers le pays. Ce matin-là, elle inaugurait le tout nouveau centre médical des Chartrons. Docteur Delacroix, l'appellation la faisait encore sourire. Madame Lopez, rayonnante, s'approcha d'elle dans le hall flambant neuf du centre. Comme c'est beau, et dire qu'on pensait devoir partir. Nous ne vous aurions jamais laissé partir, Madame Lopez. Votre mari, c'est un saint. Qui aurait cru qu'un patron milliardaire ferait ça pour nous? Élise sourit. Si seulement cette brave femme savait combien Julien avait changé. Ils vivaient maintenant pleinement ensemble dans la maison de Pessac, transformée en véritable foyer. Julien avait appris à cuisiner, vraiment cuisiner. Élise avait découvert les plaisirs de la viticulture. Ils formaient une équipe, autant dans la vie privée que professionnelle. Madame la directrice, Caroline, sa nouvelle assistante, l'interrompit. Monsieur Delacroix au téléphone. Il dit que c'est urgent. Élise fronça les sourcils. Julien était en déplacement à Lyon pour l'ouverture d'un nouvel hôtel éco-responsable. Que pouvait-il y avoir d'urgent? Élise? La voix de Julien était étrange, excitée et nerveuse à la fois. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Très bien. Même mieux que bien. Élise, il faut que tu rentres à la maison. Tout de suite. Julien, j'inaugure le centre dans 1 heure. Je ne peux pas... Fais-moi confiance. S'il te plaît, rentre à la maison. Mais, Élise, s'il te plaît. Quelque chose dans sa voix la convainquit. Elle confia l'inauguration à Caroline et prit la route de Pessac, intriguée et vaguement inquiète. La maison semblait normale vue de l'extérieur. Mais en poussant la porte d'entrée, Élise découvrit un spectacle qui lui coupa le souffle. Le salon était transformé en jardin d'intérieur, des centaines de roses blanches, des bougies partout, des pétales de fleurs jonchant le sol. « Julien » appela-t-elle, le cœur battant. Il apparut au haut de l'escalier, élégant dans un costume sombre, mais souriant comme elle ne l'avait jamais vu sourire. « Tu es en avance », dit-il en descendant vers elle. « Qu'est-ce que tout cela ?» Une surprise. Il prit ses mains dans les siennes. « Élise, nous nous sommes mariés par procuration, par nécessité. Puis, nous avons choisi de rester ensemble par amour. Mais nous n'avons jamais eu de vraie cérémonie. Nos vraies fiançailles, notre vraie demande. » Élise sentit les larmes monter. Julien... Attends. Il sortit de sa poche un écrin de velours noir. Cette bague appartenait à ma mère. Elle l'avait reçue de mon père quand il lui a demandé de l'épouser. Vraiment l'épouser, pas juste signer des papiers. Il s'agenouilla devant elle, ouvrant l'écrin pour révéler un solitaire magnifique, simple et intemporel. Élise Morin-Delacroix, femme de ma vie, partenaire de mes rêves, veux-tu rester ma femme? Pour de vrai cette fois? Avec une vraie cérémonie, une vraie fête, de vraies alliances échangées devant nos familles et nos amis? Élise pleurait maintenant sans retenue. « Oui, idiot, bien sûr que oui !» Il passa la bague à son doigt, elle était parfaite, et se releva pour l'embrasser passionnément. « Il y a autre chose » murmura-t-il contre ses lèvres. « Quoi encore ?» Nos familles. Comme sur un signal, la porte du salon s'ouvrit. Les parents d'Élise entrèrent, suivis de Colette Delacroix, tous souriants et complices. « Mes chéris !» s'exclama Colette en les embrassant. « Comme je suis heureuse! Enfin une vraie demande en mariage! Papa! Maman !» Élise se jeta dans les bras de ses parents. « Qu'est-ce que vous faites là? Ton mari nous a invités, » expliqua son père, Jacques, en serrant chaleureusement la main de Julien. Un homme bien, ce Julien, même s'il a mis du temps à se décider. Papa, quoi, c'est vrai, mais maintenant qu'il s'y met, il fait bien les choses. Sa mère, Françoise, essuyait ses larmes. Ma petite fille, comme tu es heureuse.
Ça se voit dans tes yeux. La soirée qui suivit fut parfaite. Ils dînèrent tous ensemble dans la salle à manger, échangeant des souvenirs, des projets d'avenir. Julien raconta comment il avait retrouvé les coordonnées des parents d'Élise, comment il avait organisé cette surprise, en secret. « Et le centre médical ?» demanda Élise. « L'inauguration, reportée à demain. J'ai tout organisé avec Caroline. Tu penses vraiment à tout. J'essaie d'être digne de toi. » Plus tard, quand les parents furent partis et Colette montait se coucher dans la chambre d'amis, Julien et Élise se retrouvèrent seuls sur la terrasse, contemplant les étoiles. « Tu te souviens ?» dit Élise en montrant la grande ours. « Tu m'avais appris les constellations. Je me souviens de tout, de chaque moment passé avec toi cet été-là, de chaque rêve qu'on partageait. Et maintenant, quels sont tes rêves maintenant ?» Julien la serra plus fort contre lui. Construire quelque chose de beau avec toi, changer le monde à notre échelle, avoir des enfants qui grandiront dans un monde plus juste. Des enfants. Élise se tourna vers lui, surprise. Si tu en veux, un jour, quand nous serons prêts. J'en veux, dit-elle simplement. Avec toi, j'en veux. Ils restèrent ainsi longtemps, serrés l'un contre l'autre, planifiant leur avenir. Le vrai mariage aurait lieu au printemps, dans la petite église de Saint-Émilion. Une cérémonie simple mais authentique, avec leurs vrais amis, leur vraie famille. « Tu sais quoi ?» dit soudain Élise. « Quoi ? Je crois que ta grand-mère avait tout prévu depuis le début. » Comment ça ? Cette clause testamentaire, ce mariage forcé, je parie qu'elle savait exactement ce qui arriverait, qu'on finirait par tomber amoureux pour de bon. Julien réfléchit. « Tu as peut-être raison. Elle est assez maligne pour ça. Assez maligne et assez romantique. Comme sa petite fille par alliance. » Élise rit. « Je ne suis pas romantique. »« Non ? Et cette photo de nous à 16 ans que tu as gardée pendant 15 ans ? C'était pour me souvenir. » « De quoi ? De toi. Du garçon que tu étais. Du garçon que j'espérais que tu étais encore. Et tu l'as retrouvé, ce garçon ?» Élise le regarda intensément, caressant son visage d'une main tendre. « Je l'ai retrouvé. Et il est encore plus beau qu'avant. Parce qu'il a grandi, parce qu'il a souffert, parce qu'il a appris ce qui compte vraiment dans la vie. Je t'aime, Élise. Je t'aime aussi, Julien. Pour de vrai, pour toujours. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis leur mariage officiel, ils dormirent dans la même chambre, dans les bras l'un de l'autre, enfin unis par quelque chose de plus fort qu'un contrat, l'amour véritable. Au matin, ils se réveilleraient mari et femme par choix, associés dans la vie comme dans leurs projets, prêts à affronter ensemble tous les défis que l'avenir leur réservait. Mais pour l'instant, ils dormaient paisiblement, la bague de fiançailles d'Élise scintillant à la lueur de la lune, promesse d'un bonheur enfin mérité. 1 an plus tard, mai 2026, le soleil de printemps inondait la petite église de Saint-Émilion. Des guirlandes de pivoine blanches et de feuillages de vigne ornaient les bancs où s'étaient rassemblés leurs proches. Cette fois, c'était leur vraie cérémonie, celle qu'ils avaient choisie. Élise se regardait une dernière fois dans le miroir de la sacristie. Sa robe était simple mais élégante, en soie ivoire, choisie avec sa mère et Colette. Ses cheveux cascadaient librement sur ses épaules, retenus par un diadème délicat qui avait appartenu à la mère de Julien. « Tu es radieuse !» dit Colette en entrant, resplendissante dans un tailleur lavande. « Julien va en perdre la tête. J'espère qu'il ne l'a pas déjà perdu en m'attendant. » plaisanta Élise, bien que son cœur battît fort. « Ne t'inquiète pas, il est là, au premier rang, et il sourit comme un adolescent, exactement comme le jour où il t'a rencontré. » Par la fenêtre de la sacristie, Élise apercevait les vignobles qui s'étendaient à perte de vue. 1 an s'était écoulé depuis sa vraie demande en mariage, une année de construction commune, de défis relevés ensemble, d'amour qui grandissait chaque jour. La Fondation de la Croix était devenue un modèle en Europe. 15 centres médicaux avaient ouvert leurs portes, Julien avait transformé son groupe en référence de l'hôtellerie éthique. Mais surtout, ils avaient appris à vivre ensemble, vraiment ensemble, partageant leurs rêves et leurs peurs, leurs victoires et leurs doutes. « Il est temps !» annonça son père en passant la tête par la porte. Jacques Morin, en costume du dimanche, avait les larmes aux yeux. « Ma petite fille, tu es sûre que ce garçon te mérite ?»« Papa !»
Élise rit en l'embrassant. « C'est moi qui ai de la chance. »« Allez-y, » dit Colette en ouvrant la porte. « Votre prince vous attend. » Les notes de la marche nuptiale s'élevèrent dans l'église bondée. Élise avança au bras de son père, le cœur léger malgré l'émotion. Elle reconnut des visages dans l'assemblée, ses collègues de l'hôpital, Marie qui pleurait déjà, les équipes du dispensaire, Catherine Montpellier et même Édouard qui avait fini par accepter la nouvelle direction de l'entreprise. Mais elle n'avait Dieu que pour Julien. Il se tenait debout devant l'autel, magnifique dans son costume anthracite, mais c'était son expression qui la bouleversait. Amour pur, émerveillement, gratitude. Tout ce qu'elle ressentait se reflétait dans ses yeux verts. Quand elle arriva à sa hauteur, il murmura « Tu es éblouissante. »« Toi aussi », répondit-elle en prenant sa main. La cérémonie fut simple et émouvante. Le père Martin, qui les connaissait depuis l'enfance de Julien, évoqua leur parcours peu ordinaire avec humour et tendresse. « Mes chers Élise et Julien, votre histoire prouve que l'amour véritable trouve toujours son chemin, même quand il emprunte des routes inattendues. Vous vous êtes rencontrés enfants, séparés adultes, et retrouvés dans des circonstances que seule la Providence pouvait orchestrer. » Vint le moment des vœux. Julien prit les mains d'Élise, sa voix claire résonnant dans l'église silencieuse. « Élise, il y a 16 ans, tu m'as appris à voir la poésie dans le monde. Il y a 1 an, tu m'as rappelé qui j'étais vraiment. Aujourd'hui, je te promets d'être à la hauteur de l'homme que tu vois en moi. Je promets de t'aimer dans les épreuves comme dans la joie, de soutenir tes rêves comme tu soutiens les miens, d'être ton partenaire dans cette aventure qu'est la vie. Je promets de ne jamais oublier que l'amour véritable est le plus beau des héritages. » Les larmes coulaient librement sur les joues d'Élise quand vint son tour. « Julien, à 16 ans, je suis tombée amoureuse d'un garçon qui rêvait de changer le monde. Aujourd'hui, j'épouse un homme qui le fait vraiment. Tu m'as montré qu'on peut être fort et tendre, ambitieux et généreux, puissant et humble. Je promets de t'accompagner sur tous les chemins, de croire en tes rêves les plus fous, de t'aimer non pas malgré tes défauts, mais avec eux. Je promets d'être ta femme, ton amie, ta complice, pour tous les jours qui nous restent à vivre. » L'échange des alliances se fit dans un silence ému. Puis le père Martin prononça les mots qu'ils attendaient. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Le baiser de Julien fut tendre et passionné à la fois, scellant devant Dieu et les hommes ce que leur cœur savait déjà. Ils étaient faits l'un pour l'autre. L'assemblée explosa en applaudissements, les cloches sonnèrent, et ils remontèrent l'allée, main dans la main, mari et femme pour la 2e fois, mais pour la première fois par pur amour. La réception se déroula dans les jardins du château familial. Colette avait fait les choses en grand. Table dressée sous les tonnelles, orchestre de jazz, buffet somptueux préparé par le chef du meilleur restaurant de Bordeaux. Mais le moment le plus touchant vint lors des discours. Colette prit la parole en premier, élégante et émue. « Mes chers enfants, j'avoue avoir été quelque peu directive dans vos retrouvailles. » Des rires parcoururent l'assemblée. Mais voyez-vous, quand on a vécu aussi longtemps que moi, on développe un instinct pour ces choses-là. Julien avait besoin de retrouver son âme. Élise méritait d'être aimée à sa juste valeur. Je n'ai fait que faciliter les choses. Merci de nous avoir manipulés, grand-mère, dit Julien en levant son verre, arrachant de nouveaux rires. Le mot est dur. Disons que j'ai orchestré les événements. Et regardez le résultat. Jacques Morin prit la suite, plus simple mais non moins émouvant. Julien, tu as épousé notre trésor. Prends-en soin. Élise, ma fille, tu as trouvé un homme bon. Soyez heureux. C'est tout ce qu'on demande. Enfin, Julien se leva pour le dernier discours. Mes amis, ma famille, merci d'être là pour célébrer notre amour. Il y a 1 an, je pensais que ma vie était tracée. Travail, responsabilité, solitude dorée. Élise m'a montré qu'il y avait une autre voie. Elle m'a redonné le goût de vivre, pas seulement d'exister. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement notre mariage, mais aussi la naissance d'une nouvelle famille, de nouveaux projets, d'un avenir que nous construirons ensemble. Il se tourna vers Élise, les yeux brillants. « Ma femme, mon amour, merci d'avoir cru en nous quand moi-même j'en doutais. Merci d'avoir retrouvé le chemin de ton cœur, » répondit-elle
en se levant pour l'embrasser. La soirée se prolongea tard dans la nuit. Ils dansèrent sur leur chanson, La vie en rose, choisie pour son message d'espoir et de romantisme. Les invités se dispersèrent peu à peu, laissant les jeunes mariés aux premières heures de l'aube. « Fatigué ?» demanda Julien en la serrant contre lui sur la terrasse désertée. « Épuisé. Et toi ?» Euphorique. Il caressa ses cheveux. « Tu réalises que nous sommes vraiment mariés maintenant? Plus de contrat, plus d'arrangement. Juste nous. Pour toujours? Pour toujours. » Ils regardèrent le soleil se lever sur les vignobles, peignant le ciel de rose et d'or. Quelque part dans la vallée, les cloches de l'église sonnaient l'Angélus, saluant ce nouveau jour qui marquait le début de leur vraie vie commune. « Tu sais quoi ?» dit Élise en posant sa tête sur l'épaule de Julien. « Quoi ? Je crois que nous avons écrit la plus belle histoire d'amour, celle qui commence par « Il était une fois une médecin qui fut forcée d'épouser un CEO inconscient. » et qui finit par « Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. » Julien rit, la soulevant dans ses bras. « Dans ce cas, Madame Delacroix, si nous commencions tout de suite la suite de l'histoire. »« Avec plaisir, Monsieur Delacroix. »« Avec grand plaisir. » Il la porta jusqu'à leur chambre, celle qu'ils partageaient désormais sans contrainte ni obligation, seulement par amour. Derrière eux, les jardins du château s'éveillaient dans la lumière dorée du matin, témoins silencieux d'un bonheur enfin conquis. Dans quelques mois, Élise découvrirait qu'elle était enceinte de leur premier enfant. Dans 2 ans, ils ouvriraient leur 20e centre médical. Dans 5 ans, Julien publierait un recueil de poèmes dédié à sa femme. Dans 10 ans, leurs 3 enfants joueraient dans ces mêmes jardins, perpétuant la lignée et l'amour. Mais pour l'instant, ils s'aimaient simplement, pleinement, dans cette chambre baignée de soleil où avaient dormi des générations de Delacroix amoureux. Car parfois, les plus belles histoires d'amour sont celles qui commencent par un mariage arrangé et se transforment en contes de fées.